Ce que je vais dire est inconfortable, et c'est pour ça que personne ne te le dit. Les gens préfèrent rester dans l'illusion, plutôt que d'accepter la réalité. Mais une fois que tu vois clair, tout change. Regardons pourquoi. Partie 1. L'illusion ravageuse de la singularité. Dès tes premiers jours, la société t'a inoculé un poison d'une douceur exquise, une fable rassurante que tu as bu jusqu'à la lie, l'idée absolue que tu es unie. On t'a persuadé que ta simple existence justifiait une valeur inhérente sur le marché impitoyable de la vie. Cette illusion de la singularité est le premier clou de ton propre cercueil financier et personnel. Tu grandis avec l'intime conviction d'être le personnage principal d'une épopée grandiose, alors que dans la froide réalité du monde, tu n'es qu'une statistique, un point de données prévisible, un algorithme de consommation qui suit des schémas d'une banalité affligeante. Tu penses être spécial, mais tes désirs, tes peurs, tes ambitions et même tes prétendues rébellions ont été préfabriqués par un système conçu pour te maintenir dans l'illusion, tout en te vidant de ta substance. Observe avec une honnêteté brutale la trajectoire de ton esprit. Tu crois forger tes propres opinions, mais tes pensées ne sont que les échos d'un flux médiatique conçu pour capturer ton attention et monétiser ton temps de cerveau disponible. Tes indignations sont programmées, tes aspirations matérielles te sont dictées par des écrans qui te vendent un bonheur standardisé sous couvert d'accomplissement personnel. Tu achètes les mêmes vêtements que des millions d'autres pour affirmer une identité que tu crois tienne. Tu poursuis les mêmes symboles de statut social. Tu rêves des mêmes vacances stéréotypées. Dans cette mécanique implacable, comment peux-tu espérer être irremplaçable alors que ton esprit lui-même est un produit de consommation de masse, interchangeable avec n'importe quel autre individu marchant dans la même rue que toi? La vérité que tu refuses de voir, c'est que le marché se moque éperdument de ton individualité perçue. Pour le système économique global, tu es défini par des métriques glaciales. Ton pouvoir d'achat, ta capacité d'endettement, ta productivité horaire et ta docilité. Tu n'es pas évalué sur tes bons sentiments ou tes rêves inachevés. Et la tragédie réside dans le fait que la fonction que tu occupes actuellement, que ce soit dans ton emploi ou dans ta structure sociale, a été délibérément simplifiée au fil des décennies pour s'assurer que si tu venais à disparaître demain, un autre rouage parfaitement identique viendrait s'insérer à ta place sans que la grande machine ne subisse le moindre ralentissement. Ton absence ne créerait qu'un léger hoquet administratif. L'architecture même de la médiocrité moderne est bâtie sur cette standardisation de l'être humain. Le système éducatif que tu as traversé n'avait pas pour vocation d'éveiller ton génie ou de cultiver tes asymétries intellectuelles. Son but profond, son mandat inavoué, était de lisser tes aspérités, de t'apprendre l'obéissance hiérarchique, la soumission à des horaires imposés et la tolérance à l'ennui répétitif. Tu as été formé pour devenir un employé modèle, c'est-à-dire un individu dont les compétences sont suffisamment adéquates pour générer du profit, mais suffisamment communes pour ne jamais détenir le pouvoir de dicter ses propres termes. L'école t'a appris à être une matière première docile, facilement remplaçable par la prochaine génération de diplômés formatés exactement de la même manière. Il y a une différence fondamentale entre l'individualité esthétique et l'individualité économique pointue. Tu peux avoir des tatouages, des goûts musicaux de niche et une personnalité que tes amis qualifient d'excentrique. Tout cela n'est qu'un vernis social. Si, sur le plan économique, la valeur que tu produis repose sur l'exécution de tâches prévisibles, répétitives et qui ne nécessitent pas un jugement critique rare, tu es l'incarnation même de l'obsolescence programmée humaine. Le monde de l'entreprise adore flatter ton ego en parlant de talent ou de collaborateurs uniques, mais ce ne sont que des éléments de langage des ressources humaines, destinés à masquer la brutalité d'un fait, à la minute où tu coûtes plus cher que la valeur que tu rapportes, ou à la minute où un algorithme peut accomplir ta tâche. Pire encore, la culture moderne a monétisé jusqu'à ta soif d'appartenance et de distinction. Même les mouvements de contre-culture, les supposées rébellions contre le capitalisme ou le système, ont été récupérés, emballés, et te sont revendus sous forme de produits dérivés ou de modes de vie prépackagés. Tu te crois subversif en adoptant certaines postures intellectuelles ou de consommation, mais tu ne fais qu'obéir à un sous-algorithme marketing conçu pour cibler précisément la démographie des rebelles. Ton anticonformisme est si prévisible qu'il est déjà intégré dans les projections de revenus des multinationales. Tant que tu réagis au lieu de créer, tant que tu consommes au lieu de produire,
Tu n'es qu'une marionnette dont on tire les fils invisibles. Cette standardisation de l'âme a des conséquences financières cataclysmiques. Parce que tu fonctionnes comme tout le monde, tu gères ton argent comme tout le monde. Tu perçois un salaire, tu paies tes impôts à la source, tu dépenses pour maintenir ton niveau de vie, tu t'endettes pour acheter des passifs qui se déprécient, et tu mets peut-être de côté les miettes résiduelles sur des livrets d'épargne dont le rendement est dévoré par l'inflation. Tu appliques religieusement le manuel du parfait perdant financier, croyant que suivre les règles t'apportera la sécurité. Mais les règles ont été écrites par ceux qui possèdent les actifs, précisément pour s'assurer que ceux qui vendent leur temps comme toi restent éternellement dans la roue du hamster, remplaçable et dépendant. L'illusion de ta singularité est ce qui t'empêche de voir le danger imminent. Parce que tu te crois protégé par une sorte d'aura mystique d'importance. Tu refuses de regarder en face la fragilité de ta situation. Tu observes les licenciements massifs, les restructurations d'entreprises, les bouleversements technologiques, et ton ego te murmure. Cela n'arrivera pas à moi, je suis différent. Je suis indispensable. C'est le biais d'optimisme dans sa forme la plus pure et la plus destructrice. Tu refuses de te préparer à la tempête parce que l'admettre signifierait accepter que tu n'es qu'un pion sur un échiquier que tu ne contrôles même pas. Et pendant que tu rassures avec des mantras de développement personnel bon marché, le marché ajuste ses algorithmes pour se passer de toi. Pour amorcer un véritable changement, pour espérer un jour s'extirper de la masse amorphe des êtres humains jetables, il faut d'abord traverser la vallée de l'humiliation intellectuelle. Il faut avoir le courage dévastateur de se regarder dans un miroir et d'admettre « Je ne suis personne de spécial. Mes compétences sont communes. Mes pensées sont empruntées. Mon avenir financier est précaire. Je suis, à l'heure actuelle, totalement et absolument remplaçable. » C'est une mort de l'ego violente et nécessaire. C'est l'anéantissement de l'enfant intérieur qui croyait au conte de fées pour laisser place à l'adulte froid, calculateur et lucide, prêt à comprendre les véritables règles du jeu. Ce n'est qu'en acceptant cette insignifiance de départ que tu peux commencer à construire une véritable rareté. L'irremplaçabilité n'est pas un don de naissance, ce n'est pas un droit divin, c'est une architecture complexe, douloureuse et intentionnelle que l'on bâtit brique par brique en allant à contre-courant de toutes les impulsions naturelles de confort et de conformité. Tant que tu t'accrocheras à l'illusion confortable de ton importance innée, tu resteras l'arbre facile d'un système qui se nourrit de l'ignorance et de la docilité des foules. La réalité ne négocie pas avec ton ego, elle le brise et passe à la victime suivante. Partie 2. La banalisation cruelle de la compétence. Nous vivons dans l'ère de l'inflation de la compétence, une époque où le travail acharné et les diplômes accumulés ne sont plus des boucliers contre l'obsolescence, mais de simples tickets d'entrée pour le grand marché des esclaves modernes. On t'a vendu le mensonge rassurant du mérite linéaire. Travaille dur, obtiens de bonnes notes, accumule des certificats, sois un professionnel sérieux et le monde te récompensera par la sécurité et l'abondance. Ce narratif était peut-être vaguement vrai dans l'ère industrielle de tes grands-parents, mais aujourd'hui, c'est un piège mortel. La compétence basique et intermédiaire a été brutalement banalisée. Posséder un master ou savoir utiliser des logiciels professionnels ne fait pas de toi un profil rare. Cela fait de toi le produit d'usine standard de l'éducation supérieure mondiale. Comprends bien la définition économique d'une commodité. C'est un bien interchangeable. Un baril de pétrole est un baril de pétrole, peu importe d'où il vient. Aujourd'hui, un développeur junior, un comptable, un responsable marketing ou un analyste financier moyen est une commodité. Si ton travail consiste à appliquer des processus existants, à compiler des données, à rédiger des rapports ou à exécuter des ordres avec une marge de décision limitée, tu es en concurrence directe et permanente avec des millions d'individus à travers la planète. La mondialisation a aboli les frontières de la compétition pour les tâches intellectuelles standardisées. Quelqu'un, quelque part dans le monde, est prêt à faire exactement ce que tu fais, avec la même compétence, pour une fraction de ton salaire, affamé par une volonté de survie que tu as perdue dans le confort de ton canapé. Mais la concurrence humaine n'est même plus ta plus grande menace. Le tsunami technologique et l'intelligence artificielle ne sont pas des concepts de science-fiction conçus pour générer des clics sur Internet. Ce sont des prédateurs économiques réels qui dévorent la valeur des tâches cognitives répétitives. L'IA ne dort pas, ne demande pas d'augmentation, ne subit pas de baisse de morale.
et n'a pas besoin de congés payés. Si la valeur que tu apportes au marché réside dans ta capacité à synthétiser des informations ou à produire du contenu générique, ton espérance de vie économique est en chute libre. Tu affrontes une asymétrie totale. Tu bats contre un système qui évolue de manière exponentielle, tandis que ta capacité d'apprentissage humain reste linéaire. Le mur approche, et tu continues d'accélérer en croyant que ton ancienneté te sauvera. La tragédie de la classe moyenne, c'est cette croyance tenace dans la dignité du labeur sans effet de levier. Tu vends ton temps contre de l'argent. C'est l'équation la plus misérable de la création de richesse, car le temps est limité et incompressible. Tu as beau travailler 12 heures par jour, tu plafonneras toujours. Pire, en travaillant dur dans un système qui ne t'appartient pas, tu ne fais qu'optimiser la machine d'un autre. Tu construis l'empire d'un dirigeant ou d'un groupe d'actionnaires qui tirent, eux, profit de ton énergie grâce à l'effet de levier. Tu es l'engrenage qui s'use, eux sont les propriétaires de l'usine. Ta compétence, aussi pointue soit-elle dans l'exécution de ton métier, est neutralisée par ton absence de possession des moyens de production ou de distribution. Le salaire que tu perçois, même s'il te semble confortable, n'est qu'une drogue conçue pour te faire oublier l'abandon de tes rêves. C'est un abonnement premium à ta propre dépendance. Plus ton salaire augmente, sans que tu ne crées tes propres actifs, plus les chaînes se resserrent. Tu entres dans ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Tu gagnes plus, donc tu dépenses plus pour des choses qui crient ton prétendu statut au monde. Un appartement plus grand, une voiture de fonction, des restaurants coûteux. Tu deviens dépendant de ce flux de trésorerie mensuel, ce qui te terrorise à l'idée de perdre cet emploi. Cette peur viscérale te rend encore plus docile, encore plus corvéable, encore plus prêt à courber l'échine pour préserver cette illusion de richesse. Tu n'es pas riche, tu as juste un coût d'entretien élevé pour rester l'employé remplaçable de quelqu'un d'autre. Le marché du travail voue un culte pervers aux bons soldats. L'employé dévoué qui ne fait jamais de vagues, qui respecte scrupuleusement la hiérarchie et qui sacrifie sa santé physique et mentale pour des objectifs trimestriels. Les entreprises célèbrent ces individus car ils offrent un retour sur investissement maximal pour un risque minimal. Mais observe bien ce qui se passe lors des crises économiques, lors des baisses de marché ou des rachats d'entreprises au même coup. Les bons soldats sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité avec une froideur chirurgicale. Ta loyauté envers une entité corporative est une transaction unilatérale. Tu leur donnes ta vie, ils te donnent un badge et la promesse abstraite d'une stabilité qui peut être annulée par un email un vendredi après-midi. Pour comprendre la banalisation de ta compétence, il faut étudier la courbe de la valeur. Tout ce qui peut être codifié, documenté dans un manuel de procédure ou enseigné à grande échelle, devient inévitablement bon marché. Si ta compétence peut être acquise en quelques mois de formation intensive par n'importe quel individu moyennement intelligent, elle ne vaut plus rien. L'école t'a appris à résoudre des problèmes dont les solutions existent déjà. Le monde réel, celui qui rémunère massivement, exige la capacité de résoudre des problèmes inédits, dans des contextes d'incertitude totale, où aucune règle n'est écrite. C'est là que réside la rupture entre l'exécutant remplaçable et l'architecte irremplaçable. L'un attend qu'on lui donne la carte, l'autre navigue sans boussole et crée la carte. Cette réalité est sombre, parce qu'elle invalide la quasi-totalité des conseils que l'on te prodigue depuis l'enfance. Ta mère voulait que tu aies un emploi stable. Tes professeurs valorisaient ta capacité à recracher le cours parfaitement. Ils t'ont programmé pour l'échec dans un monde hyper capitaliste et hyper compétitif. Ils ont fait de toi un expert de la moyenne. Et dans l'économie moderne, la moyenne est la zone de la mort ponctuée. Soit tu opères tout en bas de l'échelle, où l'humain est encore moins cher qu'une machine pour les tâches manuelles, soit tu opères tout en haut, là où l'humain apporte une vision, un jugement et un effet de levier qu'aucune IA ne peut simuler. Le ventre mou de la classe intellectuelle moyenne est en train d'être évincé, broyé par les forces conjointes de la mondialisation et de la technologie. Si tu ne possèdes rien d'autre que ta capacité à travailler dur, tu es vulnérable. Tu es un mercenaire sans armure sur un champ de bataille dominé par des drones et de l'artillerie lourde. L'effort brut n'a jamais été un critère d'enrichissement. Le mineur de fonds travaille 1000 fois plus dur que le gestionnaire de fonds spéculatif. Pourtant, l'un meurt avec les poumons encrassés pour un salaire de misère, et l'autre accumule des millions depuis un bureau climatisé. La différence n'est pas la morale,
c'est l'effet de levier et asymétrie de la valeur perçue. La compétence isolée du levier est une impasse tragique. Mais, tant que tu te contenteras d'affûter des compétences qui sont réplicables, tu ne feras que repousser l'échéance de ton remplacement. Tu joues aux chaises musicales avec le marché de l'emploi, espérant que la musique ne s'arrêtera jamais. Mais la musique ralentit. Les places coûtent de plus en plus cher. Et l'exigence de la rentabilité détruit l'empathie institutionnelle. Si tu ne décides pas consciemment de devenir une anomalie statistique, un profil tellement atypique et indispensable que le marché ne peut pas te mettre dans une case tarifaire, tu seras inévitablement avalé par la banalisation de ce que tu crois être tes atouts. Partie 3. L'ingénierie mentale de la servitude volontaire. Si la situation est si précaire et si évidente à analyser, pourquoi des millions de personnes intelligentes continuent-elles de marcher joyeusement vers l'abattoir de l'obsolescence? La réponse réside dans l'un des mécanismes les plus sombres et les plus fascinants du comportement humain. Le système n'a pas besoin de chaînes physiques ou de miradors pour te maintenir dans ta condition de remplaçable. Il a piraté ton cerveau. Il a exploité tes failles psychologiques, tes biais cognitifs et tes besoins biologiques fondamentaux pour que tu construises toi-même la prison dans laquelle tu te plains d'étouffer. Tu es l'architecte, le geôlier et le prisonnier de ta propre médiocrité économique. Le premier et le plus puissant des outils d'asservissement est l'ingénierie de la peur et du confort. Le cerveau humain, héritage de millions d'années d'évolution, est programmé pour privilégier la sécurité immédiate à la récompense lointaine et pour fuir l'incertitude comme la peste. Le salariat traditionnel et la structure sociale classique exploitent cette faille avec une précision diabolique. On t'offre un cadre, un revenu prévisible, des vacances planifiées, une mutuelle. Ce confort agit comme une anesthésie locale sur tes ambitions. Il éteint l'urgence de survie qui, historiquement, poussait les humains à se dépasser et à innover. L'inconfort de l'incertitude entrepreneuriale ou de la rupture de statut te terrifie tellement que tu préfères la garantie d'une lente agonie dans l'insignifiance, plutôt que le risque d'un échec cuisant suivi d'une libération absolue. Ensuite vient l'outil d'aliénation ultime, la dette. La dette n'est pas seulement un instrument financier, c'est une laisse psychologique. Dès que tu entres dans la vie active, le système t'encourage à emprunter. Le crédit à la consommation pour t'acheter une voiture neuve, qui perd 20% de sa valeur en sortant du concessionnaire. Le prêt immobilier sur 25 ans pour un pavillon en banlieue qui t'ancre géographiquement à un marché de l'emploi spécifique. Chaque mensualité que tu t'engages à payer est une hypothèque sur ta liberté future. La dette supprime ta tolérance au risque. Comment peux-tu quitter un travail où tu es traité comme un rouage jetable? Comment peux-tu prendre 6 mois pour développer une compétence rare ou lancer ton propre projet quand tu as la pression oppressante de la banque à la fin de chaque mois? Tu ne le peux pas. La dette t'oblige à courber l'échine, à accepter la subordination, à supplier pour garder ta place. Tu deviens l'otage volontaire de ton propre confort matériel. À cela s'ajoute le détournement chimique de ta biologie à travers la surstimulation de la dopamine. Pour devenir irremplaçable, il faut une capacité de concentration profonde, une discipline de fer, et la volonté d'affronter de longues périodes d'ennui et de frustration pendant la phase d'apprentissage ou de création. Mais l'économie de l'attention moderne a détruit cette capacité. Tes journées sont morcelées par les notifications, les fils d'actualité infinis, les vidéos courtes, les polémiques futiles, le divertissement instantané. Ton cerveau baigne dans des microdoses de plaisir immédiat qui atrophient ta volonté. Après une journée de 8 heures passée à exécuter des tâches vides de sens, tu n'as plus l'énergie mentale d'étudier, de bâtir ou de réfléchir à une stratégie d'évasion. Tu t'affales, tu consommes le contenu produit par ceux qui, eux, ont refusé d'être remplaçables, et tu t'endors pour recommencer le lendemain. Tu es intellectuellement castré par ton propre loisir. La pression sociale et l'anxiété de statut agissent comme les chiens de garde de ce système. Nous sommes des animaux tribaux. Être rejeté par la tribu, dans notre cerveau primitif, signifie la mort plantuie. La société actuelle est structurée pour punir socialement ce qui devient de la norme. Si tu annonces à tes proches que tu refuses le CDI sécurisant, que tu ne veux pas acheter de maison, que tu réduis tes dépenses à l'extrême pour accumuler du capital et prendre des risques asymétriques, tu feras face à un mur de jugement, d'incompréhension et de critique. Tes parents s'inquiéteront, tes amis se moqueront secrètement,
ou te traiteront d'irresponsable. La plupart des gens ne peuvent pas supporter cette friction sociale. Ils cèdent, ils achètent les mêmes costumes, participent aux mêmes conversations superficielles, à la machine à café, et adoptent les mêmes croyances politiques et économiques pour être validés par une meute de gens tout aussi perdus qu'eux. Ce conformisme crée un phénomène de sabotage interne extrêmement pervers. Même lorsque tu as des épiphanies, des moments de lucidité aiguë où tu réalises que tu gaspilles ton potentiel pour enrichir autrui, ton cerveau rationalise instantanément ta lâcheté. Tu te trouves des excuses d'une noblesse factice. L'argent ne fait pas le bonheur. Je privilégie mon équilibre vie pro-vie perso. Au moins, mon travail est honnête. Ces phrases sont les mantras des vaincus. Ce sont les rationalisations psychologiques que l'ego produit pour ne pas avoir à affronter l'humiliation d'admettre qu'il a abandonné, qu'il a peur et qu'il manque cruellement de courage. L'hypocrisie de mépriser la richesse ou la rareté tout en passant 50 ans de sa vie à obéir à un patron pour des miettes est le summum de la dissonance cognitive. Le système éducatif et culturel t'entretient aussi dans l'illusion de l'impuissance acquise. À force d'être évalué selon des critères rigides, d'être sanctionné pour la moindre erreur originale à l'école, tu as désappris l'audace. Tu es devenu allergique à l'échec. Or, la construction d'un profil irremplaçable exige d'échouer massivement, d'itérer, de se tromper en public et d'en tirer des leçons sans s'effondrer émotionnellement. En te terrorisant face à l'erreur, la société t'a confiné dans un couloir étroit de sécurité apparente. Tu préfères avoir toujours raison dans ta médiocrité plutôt que d'avoir tort temporairement sur le chemin de l'excellence. Et n'oublions pas l'injonction paradoxale de l'humilité, toxique si on peut. On t'a appris à ne pas te mettre en avant, à rester à ta place, à ne pas paraître arrogant. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce proverbe est l'hymne de ceux qui meurent dans l'anonymat financier. Dans le monde réel, si personne ne sait qui tu es, ni ce que tu es capable d'accomplir, tu n'existes pas. L'humilité face à l'apprentissage est une vertu indispensable. Mais l'humilité face au marché est un suicide suicidaire. En refusant de t'affirmer, de faire ton marketing personnel, de revendiquer ta valeur et de demander ce que tu mérites vraiment, tu facilites le travail de ceux qui veulent t'exploiter à bas prix. Tu te rends docile, silencieux et donc infiniment remplaçable. Finalement, cette servitude volontaire repose sur un immense pacte de déni collectif. C'est une hallucination partagée. Tout le monde dans le métro le matin a l'air misérable, fatigué et résigné. Mais parce que tout le monde fait la même chose, tu conclus que c'est la seule façon de vivre. Tu prends la fréquence d'une tragédie pour la preuve de sa normalité. Tu te dis que si la vaste majorité des adultes intelligents passent leur existence à subir une routine aliénante pour rembourser des crédits, c'est que la rébellion est impossible. Tu confonds la moyenne avec le destin. Briser ces chaînes psychologiques requiert un acte d'une violence intellectuelle inouïe. Il faut cesser de se mentir. Il faut regarder son relevé bancaire, son agenda et le visage de son patron d'un œil nouveau, non plus comme les éléments normaux du quotidien, mais comme les preuves accablantes de ta propre soumission. Tu ne te bats pas seulement contre l'économie, tu te bats contre ta propre biologie, contre ton propre cerveau qui réclame la facilité et l'acceptation de la meute. Tant que tu ne maîtrises pas cette psychologie de la complaisance, toute tentative de devenir irremplaçable sera sabotée de l'intérieur dès les premières difficultés. Partie 4. L'architecture brutale de l'irremplaçabilité. Maintenant que nous avons disséqué les mécanismes de ta banalisation et la psychologie de ta soumission, il est temps d'observer ce qui se trouve de l'autre côté du précipice. Qu'est-ce qui caractérise véritablement un individu irremplaçable? Ce n'est pas la magie, ce n'est pas le simple talent inné, et ce n'est certainement pas la chance. L'irremplaçabilité est une architecture construite avec une intentionnalité féroce. C'est le point de convergence rare entre un savoir spécifique, un effet de levier asymétrique, un jugement infaillible et un détachement émotionnel absolu vis-à-vis du bruit ambiant. C'est la création volontaire d'un monopole personnel. La première pierre de cette forteresse est l'acquisition de ce que l'on nomme la connaissance spécifique, specific knowledge. Ce n'est pas le savoir que l'on t'enseigne sur les bancs de l'université. Tout ce qui peut être formalisé dans un cursus académique peut être programmé dans une machine ou délégué à un prestataire low cost. La connaissance spécifique est ce savoir profondément ancré dans ta personnalité, tes obsessions de jeunesse, tes curiosités innées,
combinée à une expérience de terrain impitoyable. C'est une intersection étrange de compétences. Tu n'es peut-être pas le meilleur programmeur du monde, ni le meilleur spécialiste de la finance, ni le meilleur communicant. Mais si tu combines une compréhension aiguë du code, de l'analyse financière et de la psychologie de la vente, tu deviens une créature rare. Tu crées une niche où la concurrence n'existe plus parce que la combinaison exacte de tes talents est impossible à répliquer par un système standardisé. Ensuite vient le pivot central de la richesse moderne, l'effet de levier. Les gens remplaçables travaillent avec leurs propres mains ou vendent leur propre temps. L'individu irremplaçable, lui, déconnecte massivement la valeur qu'il produit du temps qu'il y consacre. Il utilise les leviers de l'époque, le code, le capital, les médias, l'audience ou le travail d'autres personnes. Quand tu écris un morceau de code qui tourne pendant que tu dors, quand tu publies un média consommé par des milliers de cerveaux simultanément, ou quand tu alloues du capital qui génère des rendements indépendamment de ton effort physique, tu cesses d'être un employé jetable, tu deviens le propriétaire d'un mécanisme de création de valeur. Pour devenir irremplaçable, tu dois opérer une transition brutale d'une mentalité de salarié rémunéré à la tâche, vers une mentalité d'actionnaire et de concepteur de système. Cependant, le levier, sans un élément crucial, est extrêmement dangereux. Cet élément, c'est le jugement. Dans un monde où tu as accès à une puissance informatique illimitée et à des marchés mondiaux en un clic, l'exécution devient une commodité. Ce qui vaut de l'or, ce qui est inestimable, c'est la capacité à prendre la bonne décision au bon moment, avec des informations incomplètes. L'individu irremplaçable est rémunéré pour son discernement. Il voit des schémas là où les autres voient du chaos. Il comprend la psychologie des marchés. Il sent les changements de paradigme. Il sait quelle bataille mener et quelle guerre fuir. Le bon jugement ne s'apprend pas dans un manuel. Il se forge par l'exposition volontaire à l'échec, par la prise de responsabilité extrême et par la capacité à souffrir financièrement et émotionnellement des conséquences de ses propres choix, sans chercher de bouc émissaire. Cela nous amène à la caractéristique psychologique la plus marquante de ces individus, l'hyper-responsabilité. La personne remplaçable adore se cacher derrière le groupe, le comité, le département, le syndicat. Elle dilue sa responsabilité pour se protéger des représailles en cas d'échec. L'individu irremplaçable, au contraire, embrasse le risque à visage découvert. Il dit « Je prends ce projet, si cela échoue, c'est entièrement ma faute. Mais si cela réussit, j'exige une part disproportionnée des gains. » C'est la loi de la symétrie. En assumant le blâme potentiel, il s'arroge le droit au butin. Le marché récompense massivement ceux qui sont prêts à porter le poids du risque, car c'est un fardeau que la majorité de l'humanité, lâche et craintive, refuse catégoriquement de porter. Pour opérer à ce niveau, une ressource interne doit être cultivée jalousement. La société moderne est une gigantesque machine à générer de l'interruption. L'homme moyen a une capacité de concentration équivalente à celle d'un insecte attiré par la lumière. L'irremplaçabilité demande de passer des centaines, voire des milliers d'heures dans une solitude absolue, à résoudre des problèmes complexes, à raffiner ses connaissances, à bâtir des systèmes sans recevoir aucune validation immédiate ni aucun like. La capacité à endurer l'ennui, la frustration et le silence est un super pouvoir à notre époque. Pendant que la foule consomme des divertissements bon marché, en scrollant frénétiquement, l'esprit irremplaçable sculpte sa valeur dans l'ombre et le silence. Cette architecture repose également sur un pragmatisme froid concernant les relations humaines et les réseaux. L'individu remplaçable réseaute pour quémander un emploi ou chercher des faveurs pour. L'individu irremplaçable attire le capital et les opportunités de par sa seule rareté. Il ne court pas après l'argent. L'argent, qui est lâchement en quête de rendement, le poursuit. Les alliances se forgent non pas sur des affinités superficielles, mais sur la complémentarité des asymétries. Tu t'entoures de gens qui excellent là où tu es faible, et tu offres une valeur tellement écrasante là où tu es fort que ta présence dans n'importe quel écosystème devient indispensable. Tu ne demandes pas de place à la table, tu deviens la table. Mais construire ce monopole de soi exige un sacrifice que peu sont prêts à faire, accepter d'être détesté, ou à minima, d'être profondément incompris. Lorsque tu sors du rang, lorsque tu refuses le narratif de la médiocrité partagée, tu deviens un miroir extrêmement inconfortable pour ceux qui ont abandonné.
Ta seule existence en tant que personne cherchant l'excellence leur rappelle leur propre compromission, leur propre lâcheté. Ils vont tenter de te rabaisser, d'invalider tes succès en les attribuant à la chance ou au privilège, ou de saboter tes efforts sous couvert de bienveillance. L'esprit irremplaçable développe une peau de rhinocéros. Il s'immunise contre la critique de ceux dont il n'accepterait jamais les conseils. Il y a une dimension presque darwinienne dans ce processus. Il s'agit d'une évolution sélective forcée par soi-même. Tu dois constamment te mettre à jour, cannibaliser tes propres compétences avant que le marché ne le fasse. L'individu irremplaçable détruit lui-même ses anciennes versions. Il n'a aucun attachement sentimental à sa propre réussite passée. Si une compétence qu'il a mis 10 ans à maîtriser devient obsolète à cause de l'IA, il ne pleure pas et ne manifeste pas dans la rue. C'est cette fluidité brutale, cette absence d'ego face aux lois mathématiques du marché qui le rend invincible. Finalement, être irremplaçable, c'est passer du statut de victime du système à celui de prédateur ou d'architecte au sein du système. C'est comprendre intimement que le monde est fondamentalement inégalitaire, non pas tant par complot, mais parce que la répartition des compétences rares suit inévitablement la loi de Pareto, et même des lois de puissance bien plus extrêmes. La majorité produira toujours des choses communes pour des rendements minimes, une poignée produira des résultats exponentiels et captera l'essentiel de la valeur. Bâtir ton architecture de l'irremplaçabilité, c'est prendre la décision froide, calculée et irrévocable de migrer vers cette poignée de l'extrême droite de la courbe de distribution. Partie 5. L'ultimatum impitoyable de la réalité. Nous arrivons au point de rupture, à l'ultimatum que la réalité impose et auquel tu ne pourras pas te soustraire, peu importe le nombre de distractions que tu empiles pour détourner le regard. Le temps t'est compté. L'étau se resserre à une vitesse qui défie l'entendement. Le ventre mou de l'économie, cet espace intermédiaire où l'on pouvait survivre confortablement en étant moyennement compétent, moyennement dévoué et moyennement intelligent, est en train d'être annihilé. La fracture ne se situe plus entre les riches et les pauvres, mais entre l'hyperélite irremplaçable qui manie le levier et dicte les règles, et la masse infinie des exécutants interchangeables et dociles dont le niveau de vie va lentement, mais inexorablement s'effondrer. C'est une ségrégation économique impitoyable, basée sur la capacité d'adaptation et la rareté. Le coût de l'inaction n'est plus une simple stagnation, c'est un déclin foudroyant. Si tu choisis de fermer cette vidéo et de retourner à ta vie normale, de continuer à accomplir tes petites tâches sans remise en question, comprends bien les mathématiques de ce qui t'attend. L'inflation continuera d'éroder silencieusement la valeur de ton salaire fixe. L'intelligence artificielle grignotera chaque année une part croissante de tes prérogatives, te reléguant à des tâches de vérification ou de maintenance de plus en plus triviales. Ton entreprise, soumise à des pressions de rentabilité féroces, considérera tes augmentations de salaire non pas comme un dû, mais comme une anomalie à corriger au plus vite par un licenciement, une délocalisation ou une automatisation. La sécurité que tu chéris tant n'est qu'une illusion d'optique générée par le fait que la lame de la guillotine n'a pas encore atteint ton cou. Et ne commets pas l'erreur monumentale de croire qu'un sauveur viendra te secourir. C'est le fantasme ultime du citoyen conditionné. Attendre que l'État, les syndicats, une nouvelle loi ou un politicien providentiel viennent inverser les lois fondamentales de la gravité économique. Personne ne viendra te sauver. Le gouvernement s'occupera d'éviter que tu ne meures de faim dans la rue, afin d'empêcher les émeutes. Mais il n'a ni le désir ni la capacité de garantir ta prospérité, ton indépendance ou ta dignité. Ta survie financière et psychologique est ta responsabilité exclusive. Attendre que le système devienne plus juste pour commencer à agir est l'excuse parfaite des lâches. Le jeu est truqué, certes, mais c'est le seul jeu disponible. Soit tu en maîtrises les règles asymétriques pour t'en extraire, soit tu es broyé par la machine. La transformation exige une violence chirurgicale envers toi-même. Tu ne peux pas devenir irremplaçable en ajoutant de petites habitudes douces à ta routine désastreuse. Il ne s'agit pas de lire un livre par mois ou de faire 15 minutes de méditation. Il s'agit de nettoyer au lance-flamme ton environnement physique, mental et social. Tu dois couper les ponts avec les personnes qui te tirent vers le bas,
qui célèbre ta médiocrité et qui normalise tes échecs sous prétexte de bienveillance. Tu dois assassiner en toi l'envie irrépressible de divertissement facile, de validation sociale instantanée et de confort anesthésiant. Tu dois traiter ta propre vie comme une entreprise en faillite qui nécessite une restructuration d'une agressivité absolue pour espérer survivre. Ce chemin est pavé de solitude. Tu vas devoir t'y habituer. La nuit, tôt le matin, les week-ends, quand le reste du monde s'enivre, se plaint, consomme du vide et se repose de travaux insignifiants, tu devras être à l'œuvre. Tu construiras tes systèmes. Tu acquerras des connaissances ardues que les autres refusent d'aborder parce qu'elles donnent des maux de tête. Tu te battras contre ta propre fatigue, contre l'indifférence initiale du marché et contre tes propres démons qui te hurleront d'abandonner pour retourner dans la chaleur réconfortante du troupeau. C'est dans ce vide angoissant que se forge le caractère de la symétrie. La solitude n'est pas une punition pour l'irremplaçable. C'est son laboratoire de création à l'abri des distractions et de l'influence toxique de la moyenne. La motivation ne te sauvera pas non plus. La motivation est une émotion capricieuse, volatile, qui s'évanouit au premier obstacle sérieux ou à la première critique acerbe. Seule une discipline noire, martiale et dénuée d'état d'âme pourra te porter. Une discipline qui ne négocie pas avec ton humeur matinale, qui se fiche de savoir s'il pleut ou si tu es triste. L'individu irremplaçable fait ce qu'il a à faire avec une régularité mécanique, presque psychopathique. Il traite l'accumulation de capital, de leviers et de compétences comme une guerre d'usure où le dernier debout remporte l'entièreté de la misère. C'est cette consistance effrayante qui terrifie la concurrence et force le marché à abdiquer devant ta valeur. Mais il y a une beauté majestueuse dans cette vérité brutale. Une fois que tu as accepté l'horreur de ta condition présente, une fois que tu as avalé l'humiliation d'être actuellement remplaçable, tu ressens une libération extraordinaire. Tu n'es plus lié par l'ego. Tu n'as plus rien à prouver aux autres car tu sais que le seul arbitre valide, c'est la réalité de tes résultats. La douleur de l'effort te semblera soudain douce comparée à la terreur d'une vie gaspillée sous le joug de la dépendance. L'angoisse de la pauvreté future se métamorphose en une rage de vaincre froide et calculatrice. Un carburant nucléaire inépuisable qui te poussera à te réinventer jour après jour. Le marché est un miroir parfait. Il est dénué d'empathie, de morale et de sentiment. Il ne juge pas ton âme, il évalue ton asymétrie. S'il te donne un salaire de misère et une considération inexistante aujourd'hui, c'est qu'il estime que c'est tout ce que tu vaux. Mais cette froideur est précisément ce qui rend le marché juste. Si demain, par l'effort de ta volonté, par l'accumulation de savoirs spécifiques et de leviers, tu deviens l'architecte incontournable d'une solution rare, ce même marché impitoyable se mettra à genoux et déversera sur toi des ressources défiant l'imagination. Il s'inclinera devant le monopole que tu auras construit. La question finale n'est pas de savoir si c'est facile, juste ou moral. La question est, quel rôle choisis-tu de jouer pour les décennies à venir? Vas-tu continuer à être le locataire précaire de ta propre existence financière, espérant naïvement que le propriétaire du système aura pitié de toi lors de la prochaine crise? Ou vas-tu déclarer la guerre à ton propre confort, embrasser la difficulté extrême, et contraindre le monde entier à réaliser que ton absence serait une perte incalculable? L'horloge tourne. Chaque jour passé sans bâtir ton irremplaçabilité est une capitulation silencieuse. Le choix t'appartient, mais les conséquences du marché seront, elles, absolues, expéditives et sans le moindre appel. L'ultimatum est là, deviens irremplaçable, ou prépare-toi à être oublié.